Quel plaisir de vous retrouver pour cette Talk Academy, la suite de l'aventure avec la team Canuti aujourd'hui. D'ailleurs, je vais saluer tout de suite Romain, le coach. Romain Canuti, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Tu as réuni une équipe costaud aujourd'hui pour cette nouvelle phase. Comment tu vois tes trois candidats du jour? Tiens, tu peux nous les présenter un petit peu? Déjà, j'ai beaucoup de plaisir à les retrouver parce que on s'était vu une journée comme ça, et puis là, c'est l'occasion aussi d'échanger. S'ils sont là, c'est qu'ils aiment le talk show, donc on peut aussi parler de ce qu'on fait, parler de notre passion pour l'OM, donc c'est très sympa. À côté de moi, tu as Bilal qui est là avec une petite veste que j'aurais pas renié à mes débuts, tu vois, entre la veste de costume et la veste de pyjama. Regarde, j'ai un peu toujours les mêmes choses, donc petit clin d'œil est sympa. Et puis en face, Fadil a aussi mis une veste un peu sympa, un peu plus Moyen-Âge quand même, c'est un peu plus chandail. Un petit gilet, c'est petit gilet, voilà, un petit gilet qu'on a vu dans certains classiques du cinéma français avec notamment Thierry Lhermitte. Je suis Asbin, quoi. Pas ça, parce que tu viens de le dire. Et puis Nico qui a plutôt une veste militaire. Il est prêt pour aller au combat. Prêt pour aller au combat. Vous avez compris, j'utilise la pirouette de parler des fringues et tout pour rigoler, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, des arguments, et c'est là où ça va devenir bonjour à tous messieurs, voilà, faites-vous votre place comme dans un talk show. Devant vous, vous avez des buzzers, vous appuyez dessus, vous avez 30 secondes de parole ininterrompue pour convaincre votre coach de vous garder à la fin, car à la fin, Romain Canuti n'en gardera que 2 d'entre vous. Et c'est vous qui êtes en train de regarder cette émission, qui allez voter pour l'un des 2 pour avancer jusqu'à la phase suivante. Donc il n'y aura que un de vous 3 messieurs qui sera qualifié pour le tour suivant. Voilà, donc grosse pression aujourd'hui. Mais faites-vous plaisir, hein, on est sur le plateau du Phocéen, voilà, on est dans des débats. On commence tout de suite avec le premier débat, Romain, qui est: quand peut-on juger un mercato? Un débat forcément d'actualité, Romain. Oui, alors c'est quand peut-on juger un mercato? On précise si un mercato est réussi ou pas. Hein, parce que est-ce qu'on juge un mercato réussi au 31 août? On se fait un bilan comme on l'avait fait un peu sur ce plateau avec notamment René une fois les 12 coups de minuit sonnés. Est-ce qu'on attend quelques matchs? On se souvient que lors d'une présentation de joueurs, le président Jacques-Henri Hérault avait dit un bon mercato, on attend le mois de décembre, on attend de voir un peu le classement pour voir qui a réussi, qui n'a pas réussi. Est-ce que pour vous, il faut attendre jusque-là? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'il faut attendre fin août? Est-ce que, voilà, en fonction, là, vous vous dites c'est déjà raté, c'est déjà trop tard, c'est pas trop tard. C'est philosophique, en fait, ce que tu nous proposes aujourd'hui. C'est à vous de... Voilà, il y a eu beaucoup d'avis ces derniers jours, on l'a vu dans l'actualité de l'OM, qui se sont prononcés là-dessus. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis sur... Et on va commencer par Nicolas, vas-y. Donc pour répondre à ta question sur ça, moi je pense que le plus logique, si on réfléchit bien, ça serait le mois de décembre, la trêve internationale. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un temps d'adaptation pour les joueurs qui viennent d'arriver, notamment Rami, Abdenour, tout ça. En plus de ça, il y a des blessures, donc il faut le temps qu'ils reviennent de blessures. Et je pense que c'est juste le plus logique, parce que pourquoi on jugerait maintenant en septembre ou octobre? C'est trop tôt. Les joueurs viennent d'arriver, il y a des blessures. Pour moi, le plus logique, ça serait décembre, à la trêve. Alors, moi j'ai une vision assez décalée sur la partie mercato, c'est-à-dire que vous avez le mercato des joueurs qui s'est fermé au 31 août, et vous avez le mercato des entraîneurs qui est ouvert toute l'année. Si je prends le mercato des joueurs, il faudra juger en décembre, au 31 décembre, et se dire le positionnement de l'OM au 31 décembre. Si je juge à la performance... Pourquoi le 31 décembre? À partir du 1er janvier démarre le mercato. Ah donc, jusqu'à la prochaine fenêtre. Jusqu'à la prochaine fenêtre, donc au 31 décembre, on pourra juger si, au niveau du classement, si les joueurs répondent aux attentes. Continue ce que tu disais, donc tu as 2 phases. Donc tu as 2 phases. Et il y a la phase coach, aujourd'hui, où on a clairement des événements qui vont arriver très rapidement, avec une qualification ou non en Europa League, des joueurs qui sont arrivés, on dénombre 8 joueurs qui sont arrivés depuis le début du mercato. 8 joueurs pour faire prendre la mayonnaise aussi, ce qui est compliqué aussi pour un entraîneur. Mais clairement, pour moi, il y a vraiment 2 mercatos, ceux des joueurs et ceux de l'entraîneur. Et joueurs, on pourra juger à partir du 1er janvier. Et entraîneur, je pense que ça va être jugé assez rapidement. D'accord. Fadil, tiens, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je rejoins les arguments de Nicolas et Bilal concernant la fenêtre hivernale. On pourrait a priori juger un mercato au 1er janvier, ou tout du moins d'ici là, quoi. Sauf que maintenant, moi, je suis partant pour le juger dès maintenant au 31 août, en fait. Pourquoi? Parce que... Sur le papier, en fait. Pas seulement sur le papier, c'est qu'en fait, on parle de Champions Project, même si je déteste ce mot-là. On a vu, l'année dernière, les joueurs qui n'avaient pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. Franck McCourt les a vus. Ils sont toujours là au club. Il nous manque un arrière droit. Au milieu, on est très léger.
Au 31 août, on peut déjà juger d'un mercato assez défaillant, sachant qu'on fait venir un Abdenour au dernier moment, à court de forme, et un Mitroglou blessé. Quand c'est qu'il va revenir en forme, il revient à peu près pour Toulouse normalement. Ça c'est très flou encore. Ça c'est très flou. Peut-être qu'il reviendra pour Toulouse, mais il sera en forme optimale quand? Il va lui falloir un mois de plus. Est-ce que quand tu parles du mercato là et de ce que tu juges au 31 août, est-ce que si on prend l'exemple du milieu de terrain où tu dis il manque un milieu de terrain, si finalement un Boubacar Kamara arrive à se faire sa place durablement au sein de l'équipe, je retire mon argument. On se dira que finalement c'était une bonne chose dans le sens où ça a permis à un jeune du centre d'éclore à une position où seul l'entraîneur l'a vu. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, c'est ça que tu veux dire peut-être, Fadil? Pour l'instant, il a 17 ans pour un projet où moi je pense que de toute façon, pour vraiment exploser, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions, pour attirer des joueurs, pour vraiment passer un cap. Est-ce qu'on peut viser une 3e place, voire une 2e place avec un Boubacar Kamara au milieu qui a 17 ans? Je pense que bon, le Champions Project, on peut pas miser sur un minot pour arriver à nos fins, c'est ça que je veux dire. Et concernant l'attaquant, sur ce que concernant l'attaquant, si je dis qu'on peut juger le mercato au 31 août, c'est parce que Mitroglou arrive blessé, il va arriver en forme quand je ne sais pas. Donc en fait, on n'a pas de véritable neuf. Germain n'en est pas un, c'est un 9,5 plutôt. Quelqu'un qui prend les espaces, qui aère le jeu. J'aime bien ce joueur, mais c'est pas un véritable neuf, un véritable buteur. Donc en fait, depuis le début de la saison, on joue sans neuf. Mercato raté. Mercato raté pour toi, d'accord. Ah oui, okay. Si Mitroglou, donc c'est pareil, je veux pas défendre Mitroglou, mais c'est vraiment pour aller au bout de ton raisonnement. Si Mitroglou est blessé pendant mettons même le premier mois de la compétition, il ne démarque qu'en octobre, mais que sur la période octobre-décembre, il marque plus de buts qu'un Islam Slimani qui lui joue de septembre et est en pleine possession de ses moyens de septembre à décembre. Moi, sur toutes les rumeurs que j'ai entendues, hormis Diego Costa, Mitroglou, il me plaît beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je pense qu'il peut devenir un homme fort de l'Olympique de Marseille. Mais pour toi, on recrute pas un joueur blessé, c'est ça que tu dis? Pour moi, c'est-à-dire que si on avait un palliatif, un autre attaquant, quelque chose, on n'en a pas. Limité, c'est limité. Clinton Ng et Valère Germain, on a fait Bilal et puis Nico qui veut aussi. La vraie question, il reste le timing. Le timing, il fait beaucoup pour un mercato réussi ou raté. Un mercato réussi, c'est qu'on annonce 3 joueurs qui arrivent en juin, 3 joueurs internationaux. Donc l'entraîneur a répété toute la saison qu'il nous fallait plus d'internationaux. Un mercato réussi, tu juges aussi au nombre de matchs qu'ont joué par le passé les recrues que tu as pris. Donc quelqu'un qui a joué comme Abdenour, même pas 10 ou 15 matchs la saison dernière, qui a des blessures à répétition, tu peux te poser la question. Par contre, des joueurs comme Rami, comme Mitroglou, comme Germain, comme le Amavi aussi, ce sont des joueurs qui ont fait un peu plus de 30 matchs dans la saison. Donc clairement, si on parle des recrues, et depuis le début de saison, ce sont les meilleurs joueurs, hein, les recrues sont arrivés. Les recrues, c'est de qualité, et ça je le dis pas. Donc je ne peux pas dire mercato raté si les recrues sont de qualité. Il est raté parce qu'il est incomplet. Et Nico, qu'est-ce que tu penses? Moi je voulais réagir surtout sur Mitroglou en fait. Parce qu'on parle de Mitroglou, grand attaquant. Déjà il faut savoir quand même ce que c'est que le grand attaquant, quoi. La définition du grand attaquant, je suis désolé, c'est un attaquant qui met 20-25 buts. C'est un top joueur, quoi. Mitroglou, est-ce que c'est un top joueur? Est-ce que c'est le grand attaquant qu'on attendait? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est pas mal. Enfin, je le connais pas bien, donc je vais pas le juger. Mais je pense qu'il faut attendre de voir, quoi. Déjà, il arrive blessé, c'est clair que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Est-ce que Mitroglou, après c'est une autre question que j'ai, vas-y. Est-ce que Mitroglou, il était disponible en juillet? Il devait être disponible, mais peut-être pour plus cher. Il était peut-être disponible pour plus cher, il était peut-être titulaire à cette époque puisque Seferovic n'était pas encore recruté et l'attaquant de Benfica qui est dans le chapeau. On rappelle, c'est un indice quand même. Ils sont dans le chapeau 1 en Ligue des Champions, enfin voilà, le mec qui est dans le chapeau 1 de Ligue des Champions pour rejoindre l'OM au mois de juillet, c'est peut-être pas si évident. Et peut-être que sûr. Même nous, on l'intéressait pas à ce moment-là et on l'intéresse fin août. Je dis ça, après, c'est des pistes, c'est vraiment pour. Est-ce que vous dites pas aussi que peut-être que en juillet, on aurait eu des attaquants de moindre calibre, des Mbaye Niang, voilà, il y avait peut-être que ça. Oui, peut-être, mais après... mais c'est bien moindre calibre. Vas-y, vas-y. Juste rebondir sur ce qu'a dit... N'oubliez pas juste vos petits buzzers si vous voulez vraiment intervenir. Sur ce qu'a dit Bilal sur le mercato réussi, je suis complètement d'accord avec lui. La dernière saison qu'on a réussi le mercato réussi, c'était avec Deschamps. On est parti de où? De derrière. Diawara, Mbia, Heinze, et au milieu on a pris du lourd, Lucho, et devant il y avait ce qu'il faut. Ça part toujours de derrière. Voilà. Bon argument, puisque ce mercato-là, par exemple le 31 août, il n'y avait pas eu d'achat, et le mercato d'hiver, il n'y avait ni départ ni arrivée.
Voilà, C'est donc vrai c'était que complet, milieu, quoi. Ouais, Oui, vas-y, Bilal. c'est la grande difficulté sur le mercato. Moi, j'aime beaucoup juger par les fans, les joueurs que l'on ne connaît pas. Donc clairement, un joueur comme Mitroglou, qu'on a dû voir quelques fois sur une talonnade par-ci, par-là, sur le Phocéen ou sur d'autres sites, mais clairement, les supporters, l'avis des supporters, pour moi, est clairement révélateur. Et sur les forums portugais, clairement, les supporters, c'était une énorme déception le départ de Mitroglou, sachant que le président de Benfica avait vendu pour un peu plus de 100 millions d'euros cet été au mercato et qu'il avait annoncé qu'il n'allait plus avoir de départ. Donc clairement, quand vous entendez les supporters d'un club qui est qualifié en Ligue des Champions et qui encore plus derrière regrette un attaquant qui qualifie de surface et que le seul pour le remplacer c'était Bas Dost, ce que souhaitaient les supporters du Benfica, ça veut dire clairement que c'est un joueur qui est très compliqué à remplacer. Très bien, écoutez, c'est la fin de ce débat, sauf si vous avez un ultime argument, une ultime statistique. Moi, j'en ai Nicolas, alors on va attendre attendre 2 ouais. petites secondes que tu vas voir tes 30 secondes, regarde sur les petits écrans qui t'entourent, celui-ci par exemple, tu vas aller voir s'afficher. Regarde, voilà, 30 secondes avec en plus Romain Canutti en face de toi, c'est parti, vas-y. Donc ce serait pour rebondir sur ce qu'a dit Fadil concernant Germain. Tu dis il n'y a pas d'attaquant, c'est pas un 9. Est-ce que déjà autour de lui il y a des 10 et est-ce qu'il y a du jeu autour de lui, Est-ce qu'il y a du jeu autour de lui? Il n'y a pas de jeu. Payet, on l'a vu contre Konyaspor, il est inexistant. Il bouge à gauche, il bouge à droite, il est jamais en 10, on n'a pas de 10. Germain, la plupart du temps, il est tout le temps à gauche ou à droite. Il est jamais dans l'axe. Donc c'est sûr qu'on n'a pas de 9, mais autour de lui il faut du jeu et il n'y en a pas. Et il n'y a pas de 10. Très bien, mais tu as posé ton argument, effectivement. C'est aussi le but de ce buzzer. C'est vrai que c'était pas forcément sur le sujet pile poil, mais tu voulais le rajouter. Tu l'as fait, c'est parfait. C'est exactement à ça que sert ce buzzer des 30 secondes. Il en reste un pour Fadil, un pour Bilal évidemment. On passe tout de suite à la deuxième partie, mais juste avant, je vous propose de découvrir quelques images du coaching made in Romain Canutti. On passe à une étape supérieure. Une phrase que je sors souvent, c'est de Jacques Attali. Il disait le football c'est génial parce que c'est le sport où l'avis du chauffeur de taxi vaut celui de n'importe lequel de ses clients. On a tous un avis, on est tous capables d'avoir un avis. Essayer de sortir des sentiers battus pour sortir une expression intéressante, pour sortir une statistique intéressante, un éclairage intéressant. Et ça, je sais que tous les trois vous en êtes capables. Donc c'est vraiment ce que je vais attendre là dans cette étape de jeu. Voilà, les images toujours sympathiques du coaching avec un style détendu pour Romain Canutti. Voilà, c'était sympa. Ça ressemble un peu au débrief qu'on se fait des fois sur les talks ou justement au briefing même. Ou au brief, qu'on se fait tous les deux. Justement, Romain, là on rentre dans la partie forte de ce débat, le thème du coach. Alors, je précise, ils ne sont pas au courant. Autant ils connaissaient le thème du premier débat. Mais même moi, je suis pas au courant. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans. On ne sait pas encore ce qui se passe. Alors, quel est le thème du coach, Romain, et sur quoi tu veux les entendre dans ce deuxième et décisif débat, puisque pour l'instant, ils se tiennent, tes candidats. On va parler de Rudy Garcia. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, la situation est irrémédiable pour Rudy Garcia? C'est-à-dire, on est sur une question de se dire jusqu'à quand il va tenir, que là il a sombré dans une partie où il peut pas, ou est-ce qu'il peut à l'inverse renverser la tendance? Et alors, je vais vous demander non seulement votre avis sur le sujet, mais également des exemples. Vous savez que c'est un peu ma force jusqu'à l'extrême, et on peut me parodier facilement là-dessus, où je vais vous dire que en 72 l'entraîneur de Chelsea à l'automne avait réussi, voilà, sans vous demander d'aller chercher jusque-là, mais par rapport à vos souvenirs de supporters marseillais, est-ce que vous avez des images, des exemples de coachs qui ont réussi à renverser la tendance, ou à l'inverse des coachs qui, une fois que la vindicte populaire et les médias ont dit c'est fini, ça peut faire 2-3 succès comme ci, comme ça, mais ça va pas plus loin. Je crois que c'est Nico qui avait démarré sur la première partie, donc tiens Fadil, c'est à toi de démarrer sur cette partie. Est-ce que pour toi, les carottes sont cuites? Complètement. D'accord. Complètement, parce que exactement ce que tu disais, quand tu as la presse et les supporters contre toi, à Marseille particulièrement, à Lorient peut-être pas, mais à Marseille, c'est fini. C'est fini. Et on comprend pas ce qu'il fait, l'équipe ne progresse pas. Et on sait qu'effectivement, on va avoir une série de résultats à un moment donné. Mais contre des petits. Et contre les gros, on va se reprendre une tôle parce qu'à chaque fois, il fait n'importe quoi. On comprend pas ce qu'il fait. Contre Paris, on s'en prend 5. C'est à cause de lui. Mais également, on perd à Nantes. On perd à Metz. Bon, on a eu des occasions, on les a pas mis au fond. Sur la saison dernière. Mais on a déjà eu un vécu. Ces deux défaites de Metz et Nantes étaient quand même assez catastrophiques. On a déjà eu un vécu. On en a pris 18 contre Monaco en tout en 4 matchs. Il y a eu un seul match où vraiment
Monaco était plus fort, mais on avait super bien joué. C'était au Vélodrome quand on prend 4-1. On avait bien joué, mais bon, c'était plus fort en face. Sinon, ces coachings sont assez incompréhensibles, c'est aléatoire. On comprend pas, et l'équipe ne progresse pas. Et je pense beaucoup à Maxime Lopez qui régresse de plus en plus. Comme vous disiez hier, peut-être parce qu'il y a Morgan Sanson qui aspire des ballons et Dimitri Payet aussi, qui fait qu'il en touche moins et qu'il est moins visible. Mais dans ce cas, il faut changer de tactique, il faut enlever Maxime Lopez. Il l'a fait sur le dernier match, c'est bien. Pour moi, Maxime Lopez doit être le remplaçant, la doublure de Dimitri Payet, même si je préfère dire concurrence. Très bien, dans un poste de numéro 10. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a Lopez en 10, ça me paraît compliqué, mais bon, pourquoi pas, faut voir. Vas-y sur Rudy Garcia du coup, puisque tu as pris la parole. Je suis assez d'accord avec Fadil, mais je vais le dire différemment. Avant d'avoir un grand entraîneur, il faut un projet de jeu. Depuis qu'il est là, il est où le jeu avec Garcia? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de jeu, on le cherche depuis l'année dernière. On a fini 5e l'année dernière, ça a été un miracle. Il faut dire la vérité, ça a été un miracle. Aujourd'hui, les joueurs qu'il a voulu, il les a eus au mercato. Même au dernier moment, si c'est au dernier moment, il les a eus. Comme il dit Fadil, la progression des joueurs, elle est où aussi? Il n'y en a pas de progression de joueurs. Le dernier entraîneur qui a fait vraiment progresser les joueurs, c'était Bielsa. Même si je suis pas fan, il a fait progresser des Djadjedje, des Morel, des Fanny, etc. Là, Garcia, pour moi, il a grillé tous ses crédits en fait. Il a plus de crédit. Il est plus crédible aux yeux des supporters, il est plus crédible aux yeux de la presse, aux yeux de personne. Il est mauvais avant le match, il est mauvais pendant le match et mauvais après les matchs. Pendant les conférences de presse. J'ai pas parlé du mercato, mais effectivement, oui, c'est les joueurs qu'il a voulu. Sertic, visiblement, c'est son réseau d'agents. Enfin, c'est une blague ce joueur. Ouais. Champions Project, Grégory Sertic? Non. Romain, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Puis après on passe à Bilal évidemment, qui n'a pas encore pris la parole. Est-ce que pour vous, il peut pas montrer, on va dire, ce qu'il a dans le ventre? Est-ce que ça existe un mec qui, comme vous dites, il n'y a peut-être pas de ce projet de jeu que vous attendez, qui est capable de décevoir sur le projet de jeu, voilà, mais qui arrive à trouver entre guillemets la bonne formule. Je vais vous donner un exemple autre que celui de l'OM. Est-ce que le cas, Bilal, du coup tu vas rebondir aussi sur le sujet, mais est-ce que le cas de Leonardo Jardim par exemple, celui que j'allais prendre vas-y alors. En fait, j'allais prendre l'exemple de Leonardo Jardim qui a joué contre ses convictions depuis son arrivée à Monaco, parce qu'il s'est rendu compte très très rapidement qu'en voulant mettre son schéma de jeu en place, malheureusement, il n'avait pas les joueurs adéquats, les joueurs de qualité. Exactement. Ça, c'est vachement important de le prendre en compte. La différence entre Léo Jardim et aujourd'hui Rudy Garcia, c'est que Léo Jardim est un entraîneur étranger. Les étrangers, on le voit en poupe aujourd'hui en Ligue 1. Donc clairement, et il n'y a pas les supporters à Monaco. Donc le débat a raison d'être sur la partie tactique et sur l'évolution d'un coach. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est le meilleur moment de juger Rudy Garcia. Je ne ferai pas partie des gens qui faut l'enterrer tout de suite, loin de là, sachant que sur le marché aujourd'hui, on ferait office de pompier, donc de dernière minute, prendre un entraîneur qui aujourd'hui n'a pas de club, qui n'est pas disponible, qui n'était pas présent pour le recrutement. Pour toi, c'est pas cuit encore? Non, c'est pas cuit parce qu'aujourd'hui, il va avoir son effectif. Il l'a dit, bon, laissez-moi récupérer l'effectif que j'ai voulu. Il l'a dit clairement. Sans Mitroglou par exemple. Mitroglou, les joueurs qui sont blessés, qui vont revenir en forme, la difficulté pour lui, c'est qu'à Marseille, vraiment, c'est qu'on te laisse très très peu de temps. Et le crédit envers les journalistes, malheureusement aussi, qui représente un petit peu la vision de certains supporters, il a été grillé totalement avec Rudy Garcia. On était plus ou moins parti dans la patience quand même, avec le projet champion. On était parti dans la patience. Mais ils nous ont vendu du rêve. On avait recru Zoubizarritan, on sait pas à quoi il sert. On voit que c'est beaucoup Garcia qui fait le recrutement. Mais l'entraîneur ne t'a pas vendu. La patience, il l'a épuisé aussi. Mais l'entraîneur le temps, il en avait. Bien sûr. Là, on se pose des questions. Quand on voit un mercato qui se finit en catastrophe au 28-29 août, là, le sujet, il est sur l'entraîneur. L'entraîneur n'a pas parlé d'être champion dès le départ. L'entraîneur, il a dit je suis là pour un projet à long terme. Oui, donc clairement, le projet. Oui. Vas-y, Nico. C'est les 3 premières places, le projet. Bien sûr. Et là, en septembre, on a peur. C'est pour ça qu'on a peur. En septembre, est-ce qu'on va finir 3e? Est-ce qu'on va finir 3e? Vous pouvez pas le savoir. On peut pas le savoir. Pas le savoir, oui, mais l'exemple de Jardim, il est parlant. Jardim continue de griller la priorité avec Bielsa, qui finit 3e à la dernière journée. Tout au long de l'année, les résultats étaient en dents de scie. En championnat, je parle, pas en Coupe d'Europe, mais et clairement, sur le finish, il a emporté. La vraie question, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive et qu'il y a des joueurs qui se préparent pour être prêts en mars, avril, mai. Donc, on va dire que certains joueurs chez nous qui souhaitent participer à la Coupe du Monde auront fort à faire à cette période de l'année. Et aujourd'hui, les préparations physiques, là où je mettrais un petit bémol sur Garcia, sur la préparation physique, pour terminer, c'est que vous avez encore, le débat n'est pas fini. Quand on démarre
une saison en juillet avec des tours préliminaires d'Europa League, on doit atteindre, au niveau de la préparation physique, des pics de forme en août, septembre. Et avoir un creux entre novembre et décembre, ce qui est logique par rapport au nombre de matchs et aux séries. Là, ce qui fait peur, c'est que les joueurs sont blessés assez rapidement. D'accord, oui, le creux est arrivé beaucoup plus tôt. Et il y en a beaucoup qui sont à la ramasse physiquement. Déjà. Même si j'ai trouvé Sakai bien en forme physiquement contre Konyaspor, depuis début août, il est à la rue. Physiquement, il est à la rue. Ouais. On le voit dans les duels. Quand un joueur il se fait bouger dans les duels, c'est que il est pas bien gainé, il est pas encore bien en forme. Et Sakai, il fait pas de voilà, centre. et là je me posais des questions. Pourtant, Paolo Rangoni, j'étais content de son arrivée. C'est un bon préparateur physique. Ouais, franchement, je suis circonspect en ce début de saison. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a un gros souci à. N'oubliez pas vos buzzers. Hein, il y a un gros souci aussi à l'OM. On parle de Sakai, le côté gauche aussi avec Evra et même Amavi. Les latéraux modernes du football aujourd'hui, ils doivent centrer. Il n'y a pas de centre. L'année dernière, on l'a vu avec Mendy et Sidibé, il y avait des centres. C'est la faute de Garcia, ça? Si Evra, il sait pas faire de centre. Ça, il doit le travailler à l'entraînement, ça, il le travaille pas. Sakai, il ne fait jamais de centre. C'est pas normal. Evra, c'est une erreur de la direction, de l'entraîneur, de Zubizarreta, tout le monde. Tout le monde. Tu vas relancer. C'est une erreur d'Instagram aussi. Il regrette qu'il ait opté pour Instagram. Quand il a signé, je dis on verra, mais je pensais à la phrase d'Alain Bogossian juste après l'Euro 2016. Evra commence à sentir le poids des années. Pourquoi on va le chercher? Ouais, c'est clair. Et surtout, on lui donne un salaire de fou. Avant de conclure le débat. Est-ce que, sur ce sur quoi je vous avais alerté sur le début du sujet, est-ce qu'il y a un entraîneur à l'OM qui, vous pensiez que c'était fini pour lui, et est-ce que vous avez un cas qui vous parle comme ça? Deschamps, à la trêve, il me semble, en 2010, c'était Bordeaux qui était premier, qui avait 12 points d'avance, il me semble, on était un peu derrière, et on a fini devant, et on trombe en plus, donc... Mais bon, Deschamps, c'est plus intelligent que Garcia, donc... Voilà. Il y a le palmarès derrière. Deschamps, c'est quand même un autre niveau, je pense, que Garcia. Quand je reprends cette défaite contre Monaco où il parle de l'arbitrage. On prend 4 ans au Vélodrome, Bernardo Silva, il nous fait un festival. C'était plus fort, c'est tout. On en est conscient, les supporters. Et il parle de l'arbitrage. Je me suis dit à ce moment-là, c'est pas possible. Il peut pas être autant en décalage. Alors il fait exprès pour protéger ses joueurs. Les gars, ça va aller, on a le niveau pour atteindre nos objectifs, la 5e place. Voilà, c'était plus fort en face, c'est tout. Bon, il essaye de les protéger. Il n'allait pas dire les enfoncer en conférence de presse. Ouais. Je me suis dit ça. Mais la suite montre qu'il ressort encore les mêmes déclarations, les mêmes choses. C'est pour ça que pour moi, c'est pas l'entraîneur qu'il faut. Pour toi, c'est cuit. Voilà, pour moi, c'est cuit, mais malheureusement, d'autres exemples je rejoins Romain aussi. D'autres exemples peut-être, Fadil, Bilal, sur Jardim. La première saison où il arrive, il joue hyper défensif. Tout à fait. Derrière, la direction lui dit de jouer au ballon, et ça joue au ballon, et il a été champion. Bon. C'est une preuve d'intelligence. On va lui dire la direction, il recrute les joueurs, mais parce qu'il est pragmatique. Il est pragmatique, il fait avec l'effectif qu'il a. Il avait une grosse densité physique au milieu de terrain. Il était beaucoup sur l'impact. C'était pas beau avant de jouer. Il s'est adapté. Mais il s'adapte à l'effectif qu'il a. Bien sûr. Zidane fait pareil au Real. Alors, j'aime bien parler du mythe du beau jeu à Marseille qui quasiment n'a jamais existé depuis de longues années. On a gagné avec des chances sans vraiment du beau jeu. Avec Bielsa, on n'a pas gagné avec du beau jeu. Faut savoir ce qu'on recherche. Est-ce qu'on cherche le beau jeu ou est-ce qu'on cherche la gagne? Aujourd'hui, Rudy Garcia, clairement, quand on l'a recruté, tout le monde autour de la table s'est dit, on a pris un coach qui a été champion avec Lille, qui a fait du jeu avec la Roma, qui a fait une deuxième avec la Roma, avec du jeu aussi, certes il avait les joueurs, mais l'important c'est la gagne. Donc chez nous à Marseille, on veut la gagne et que ça joue comme le Barça. Donc là, clairement, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, c'est l'exigence des supporters marseillais qui veut ça, c'est normal. Mais parce que non, c'est pas l'exigence des supporters marseillais, je suis pas d'accord. C'est l'exigence de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il y a un niveau d'exigence à l'Olympique de Marseille. On ne peut pas se contenter d'être guingamp. C'est ça. On ne peut pas s'en contenter. Messieurs, le plus beau palmarès du football français ne peut pas se contenter d'un jeu. Le débat est fini. Le débat est fini, sauf si vous voulez utiliser, puisque vous avez encore 30 secondes, messieurs, pour placer un dernier argument. Vous n'êtes pas obligé. Il y a notre débat derrière. Il n'y a plus de débat, c'est fini là. Donc voilà, Romain a tout ce qu'il faut pour juger, sauf si vous voulez rajouter une dernière chose sur ce débat ou sur autre chose évidemment. Voilà, non, messieurs, très bien. Vous avez eu le temps de parole que vous souhaitiez. Voilà, Romain, tu es prêt pour l'ultime sentence, la sanction? Ouais. T'as eu ce que tu voulais dans ce débat? Parce que si tu veux entendre quelque chose encore. Vraiment, je suis. J'en étais presque à te demander un point de règlement en te disant j'ai peur dans l'autre session de me dire est-ce que je peux faire un peu des repêchages ou quoi si jamais, parce que Tu les as trouvés bons, c'est ça? Ouais. Et en toute honnêteté, je sais pas si lors de la deuxième session, je me souviens plus
forcément. Mais t'as pris une belle équipe, hein, c'est ta faute aussi. Hein. Non, mais voilà, je sais pas s'il y aura un tel niveau, donc voilà. On verra. J'ai trouvé avant qu'on démarre. Donc ça me tu veux pas un petit jingle? Allez, mets-moi un petit jingle. Allez, jingle. Elles sont là, les roses de notre bachelor Romain Canuti, les 2 maillots du Phocéen que tu vas remettre aux 2 candidats que tu soumets au vote des lecteurs pour cette phase suivante. Donc Romain, c'est le moment. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais qu'avant, je vous avais parlé un peu vous avez donné un peu, on va dire, des consignes, c'est un bien grand mot, mais je vous avais fait part de mon expérience du talk et des attentes qui pouvaient être celles d'un plateau comme celui-ci, et je trouve que vraiment tous les 3 vous avez respecté vraiment ce que j'avais dit. Je suis impressionné, j'aurais me lancer dans une carrière de prof, peut-être que j'ai quelque chose, une carrière à jouer. Non, sans déconner, je trouve que c'est très bien et que voilà, vous auriez tout à fait votre place sur le plateau à la fin, au final, dans un roulement régulier qui est le nôtre pour traiter la saison, parce que dans un style un peu différent, vous avez tous les trois apporté quelque chose. Qu'est-ce qui t'a plu un peu chez chacun? Voilà, Bilal, je commence par toi, tu étais à côté de moi. Je trouve que tu as vraiment fait dans l'ouverture du débat, dans l'apport d'idées, dans la mise en perspective à chaque fois. Je trouve que ça a été super intéressant. Fadil, je t'ai trouvé très intéressant dans le ton que tu emploies, et tu as une communication aussi corporelle. Alors là, on rentre vraiment dans les cours de communication. Important avec l'image, mais c'est très important. Alors, est-ce que le gilet y joue? Peut-être, je ne sais pas. Mais non, mais même dans la manière que tu as de t'exprimer, dans la manière que tu as de regarder les gens sur le plateau, c'est super intéressant. Tu arrives à te faire ta place là-dessus, et je trouve que c'est aussi très important. Nico, je trouve que tu es le seul qui a utilisé ton buzzer. C'est un exercice délicat. Nous, on fait des duels avec Romain. Il y en a combien qui savent pas gérer leur temps? Toi, ces 30 secondes-là, tu les as utilisées parfaitement pour donner ton argument, les enrober comme tu voulais. Et là aussi, c'est très intéressant. On t'a demandé de parler sur certains sujets, on t'a demandé des exemples, tu es capable d'en fournir quelque chose de pertinent, tu as fait appel à ta connaissance sur l'histoire de l'OM, et je trouvais que c'était très intéressant aussi. Mais, et voilà, donc là on se doute un peu, je trouve que malheureusement c'est dans le ton. Je trouve que la différence, et c'est peut-être parce qu'il faut départager, parce que là encore, je me dis que le danger, c'est que si on te met sur un plateau avec Karim Zeribi, René Malville, et moi, parce que je parle énormément aussi, tu vas avoir des trucs super intéressants à dire, mais le mec derrière son écran, il va peut-être pas les voir, malheureusement. Tu serais un mec, il faudrait qu'on invente une rubrique pour ça, génial à interviewer, tu vois, en face à face, et à mettre une interview. Je pense que ton point de vue sur l'OM vaut vraiment le détour. Mais dans un exercice comme celui du talk show, malheureusement, on va pas t'entendre, et c'est dommage. Et on va créer une frustration, et pour toi, et pour ceux qui la regardent. Je dis ça de manière, ça peut sembler un peu sévère, mais c'est parce que je me projette et je me dis c'est vraiment dommage. De donner des arguments aussi pour ton futur, pour ton choix, quoi. Voilà, pour mon choix, je trouve vraiment que tous les 3 vous avez vraiment quelque chose, et que vraiment bravo, parce que ça va être compliqué maintenant de faire des compositions de talk show, de faire le planning de semaine en semaine quand on voit ce truc-là. Bon, il vous reste des étapes. Puis après, je précise un truc pour Nico, par exemple. On a un candidat de la première Talk Academy qui a passé l'obstacle de cette phase-là. Donc, on peut progresser aussi, on peut gagner aussi en puissance de présence, quoi. Donc rien n'est fini, et puis il y a la Talk Academy 3 qui va peut-être arriver, un de ces 4 sur le Phocéen. Tu remets donc les maillots peut-être. Allez, je remets les maillots. Tu gardes pour la suite. Vraiment. Et vous n'êtes pas qualifié, puisque le public va devoir encore choisir entre Bilal et Fadil. Tiens, un maillot, à toi de l'honorer, comme disait Roger Lemaire en 2002. Voilà, il y a eu le flocage, il n'y est pas. Fadil, tiens. Voilà, merci. Voilà, Nico, qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? En tout cas, pas trop déçu, on imagine forcément un petit peu quand même. Pas du tout, non. Je suis venu pour prendre du plaisir, j'en ai pris.
Romain a sorti des très bons arguments, je suis d'accord avec lui. Donc. Puis j'avais 2 très bons candidats aussi avec moi, donc faut le reconnaître aussi, c'est tout. Ouais, t'as pris peut-être au moment de choisir Perso, l'équipe, j'ai t'es allé dans trouvé l'équipe la très plus bon forte aussi. Ah non, mais il n'y a aucun souci avec les 3 de toute façon. Donc, Très bien, merci. On merci verra, il y en tout aura cas. un choix de public, mais vraiment, je me suis, on va dire, attardé sur toi vraiment pour te dire parce que c'est dans l'optique aussi de progresser, mais même pour toi parce que ça peut servir. On rigole là, on sait que c'est que du plaisir, on sait que c'est que l'OM et qu'on prend du plaisir à parler de ça. Ça peut servir pour beaucoup de choses dans la vie aussi, dans le travail, t'as des super arguments et ça vraiment il faut que tu le gardes, j'ai insisté pour vraiment j'aurais pas dû buzzer peut-être. te délimiter. Non, au contraire, vraiment c'était un très bon super. buzz. C'était super. Romain, coach de vie. Hein. Voilà. Non mais voilà, vraiment c'est la manière que j'ai de formuler était vraiment pour te délimiter, mais tu vois ce que j'ai dit au début, c'est pas la formule de politesse, c'est que j'ai vraiment trouvé que t'étais très bon sur tes arguments et voilà sur l'appel que t'avais des trucs, mais tu es tombé face à un gilet et des œillades qui étaient pas mal du tout, et puis face à un petit carnet de notes qui était quelque chose. Messieurs, merci en tout cas, c'était je pense 2 bons débats, c'est l'essentiel dans ce type d'émission, même s'il y a le jeu, la Talk Academy qui entoure tout ça. J'espère qu'on aura au moins pu vous fournir 2 bons débats de qualité. La suite évidemment très vite dans la Talk Academy saison 2. Salut.